bonsoir à tous. Alors effectivement, Camille nous avait prévenu, ce générique dure 7 secondes. Donc 7 secondes, ça passe vite quand même. C'est sûr. Pardon, excusez-moi. On va pas Bonsoir, mettre un Camille. générique de 3 quarts d'heure non plus. Non, faut pas que ce soit trop long. Bonsoir Camille, bonsoir Jocelyn, comment allez-vous? Ça va Très bien. bien. Salut à tous les deux. Alors, écoutez, Chaudement, je suis- en tout cas. Il y a peut-être Ouais, les bruits de ouais. ventilo qui tournent autour. Mais, Bien, alors écoutez, nous sommes ravis de faire cette nouvelle émission sur Maybe Planet. Une émission un petit peu particulière puisque vous avez peut-être suivi l'actualité. L'année dernière, les autorités russes avaient annoncé, je crois que c'était au mois de février, Jocelyn, si je dis pas de bêtises, C'est ça. qu'elles allaient relancer l'enquête sur le cas du col Dyatlov, puisque cette enquête n'était toujours pas fermée et apparemment ça posait quand même un gros problème aux autorités russes. Et nous avons eu très récemment la conclusion des autorités russes qui est intéressante, qui faisait partie des hypothèses, mais voilà, il nous a paru intéressant d'en discuter ensemble et puis d'en discuter avec un des meilleurs connaisseurs français du dossier, c'est bien sûr Jocelyn. Alors Jocelyn, justement, tout à l'heure, tu nous indiquais que le cas Dyatlov, enfin le cas du col Dyatlov, c'est un cas que tu as beaucoup, exposé, argumenté au travers de différentes conférences et émissions. Bah oui, j'ai eu l'occasion d'en parler beaucoup parce que en fait, moi je m'y suis intéressé depuis 7 ans à peu près, j'en avais parlé dans le premier dossier Inexpliqué. Et c'est vraiment un des dossiers que j'ai toujours mis en avant en disant à chaque fois qu'on me demande quel est votre dossier préféré, celui qui est le plus percutant, plus intriguant, il y a très très souvent Dyatlov. Voilà. Alors pourquoi? Parce que c'est un dossier qui est extrêmement documenté, qui comporte tous les ingrédients de l'étrange. On va le voir, on va en parler quand on passe en revue les hypothèses, qu'est-ce qui a bien pu se passer. Moi, je l'ai toujours considéré comme une sorte de dossier X-Files à la soviétique. Voilà. Ouais. Oui, parce que en Union soviétique ou en URSS, des cas paranormaux, on va dire, il n'y en a pas tant que ça. Une fois qu'on a fait Rasputin, une fois qu'on a parlé de Tunguska, et puis peut-être un petit peu des recherches secrètes psychiques du KGB, c'est vrai que Koldiatlov fait partie quand même des cas mythiques. Et puis c'est un petit côté des paysans aussi. Voilà, ça permet d'aller de ce côté, d'aller à l'est, alors qu'on va, quand on parle de sujets comme ça, plutôt aux États-Unis ou en Amérique du Sud. Bah, déjà, effectivement, comme tu le dis, ça change un peu. En plus, je trouve ça paradoxal de parler d'une histoire où les gens sont morts de froid, alors que là, on est en train de faire l'émission et il fait entre 35 et 40 degrés. Donc ça va effectivement nous rafraîchir un peu. Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas peu de cas en URSS et maintenant en Russie. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup, mais qu'on ne les connaît pas. Voilà. Et oui. Ils sont en train doucement d'émerger. Alors celui-ci, Dyatlov, lui, il faut savoir que l'histoire s'est passée en 1959, mais on en a entendu parler en Europe qu'à partir du début des années 90. Ouais. Quand c'était l'URSS, c'était sous le couvercle, hein, comme on dit. C'est-à-dire que le dossier était connu que d'un certain petit nombre de gens et il y avait l'information circulait très mal et surtout elle n'était absolument pas sortie du pays. Et c'est avec la chute de l'URSS plus l'essor d'Internet que l'affaire du col Dyatlov, comme on l'appelle, est devenue, s'est médiatisée sur le plan international. Alors ça, c'est un point intéressant dont tu parles parce qu'effectivement, on dit souvent, mais l'ufologie ou le paranormal, c'est plutôt les États-Unis. Bah, pourquoi c'est plutôt les États-Unis? Parce que très rapidement, des réseaux d'enquêteurs et de chercheurs se sont formés, ce qui n'a pas été le cas peut-être en URSS ou dans d'autres pays. Puis souvent, ce que je dis, c'est quand un arbre tombe dans la forêt, est-ce qu'il fait du bruit si personne n'est là pour l'entendre? Ça, c'est une vraie question. Mais effectivement, c'est vrai que c'est un terrain qui est assez vaste quand même, donc il doit y avoir des choses qui se passent, mais la politique fait que les gens n'ont peut-être pas l'habitude de parler forcément de ces sujets-là ouvertement en tout cas. Bah, il faut savoir que sous le régime soviétique, tout ce qui était paranormal, ésotérique, etc., était très mal vu par le pouvoir. Hein. C'était des sources... Alors, le pouvoir, lui, pouvait s'intéresser à ça pour faire des expériences et voir un peu de quoi il s'agissait, et souvent à but uniquement militaire, mais que des simples citoyens se mêlent de ça et commencent à s'intéresser, que ce soit au spiritisme, aux ovnis, enfin voilà, tous ces sujets, c'était, ça pouvait être considéré comme un début de trouble public, presque. Donc
Donc c'était extrêmement surveillé et les gens essayaient de pas trop en parler. Et en tout cas, ça restait très 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 discret. Voilà. Il y avait un petit. Faut pas oublier non plus. Ouais. Non, je disais. Je voulais juste ajouter une chose. En URSS, on a eu quand même pas mal d'écrivains de science-fiction sous le régime soviétique. Donc il y avait quand même des gens. Mais bon, ils s'exprimaient. Voilà, bon, là, c'est pas le sujet de l'émission, t'en parleras peut-être dans une prochaine émission culturelle, mais c'est pas non plus le silence absolu. Et c'est pour ça que ce cas du col Dyatlov est aussi intéressant parce que, tu le disais aussi tout à l'heure, c'est probablement le cas le plus documenté que nous ayons sur cette surface de la planète en plus, en termes d'événements inexpliqués. Oui, mais ce qui peut paraître paradoxal, c'est qu'effectivement, pour une période et un pays qui était considéré plutôt comme silencieux et essayant d'écraser toute information, là on a eu énormément d'informations sur cette histoire. On peut retracer presque jour par jour ce qui est arrivé aux 9 randonneurs. Voilà. Alors, donc on va pas parler qu'on revienne sur les conclusions. Oui, je pense qu'on va peut-être faire un petit résumé de l'histoire parce que le but c'est pas de faire une conférence et de tout raconter en détail, parce que pour ça, vous pouvez très bien le trouver sur Internet ou dans le livre de Josselin. Mais voilà, peut-être résumer un petit peu avant de passer à l'actualité. Là où je suis peut-être d'accord avec Josselin, c'est juste de rappeler quelle est la conclusion officielle avant qu'on attaque le cas. Aujourd'hui, le cas est clos puisque c'est une fuite liée à une avalanche. Donc c'est une avalanche qui a fait fuir les randonneurs, qui leur a fait quitter la tente précipitamment. Ils sont morts écrasés par le poids de l'avalanche. Et tous les points un petit peu anormaux, ce sont des animaux qui les ont picorés ou des choses comme ça. Ça, c'est la conclusion officielle. Et il faut savoir, bien sûr, que cette conclusion est aujourd'hui, n'est pas acceptée par les familles des personnes qui ont été victimes de ce cas du col Dyatlov. Voilà. Ça, pour les Russes, affaire close. Maintenant, c'est peut-être pas si évident que ça, et justement, on va peut-être réexpliquer la genèse de cette histoire assez sombre. C'est ça. Juste ajouter une chose importante, enfin on en reparlera aussi après, c'est que les conclusions qui ont été données là le 11 juillet 2020 par Koryakov, qui est alors je prends mes notes, adjoint du bureau du procureur général du district fédéral de l'Oural. Voilà. Donc cette personne qui a présenté les conclusions conclut effectivement, comme tu l'as dit, à l'hypothèse d'une avalanche. Il faut savoir que ça contredit complètement les conclusions des enquêteurs soviétiques en 1959. Exactement. C'est-à-dire qu'eux, on va le voir, n'avaient pas du tout conclu à ça. Voilà. Je dis juste, je ne vais pas plus, mais il faut savoir déjà qu'il y a une contradiction. Et vous allez voir qu'à travers les détails que ça colle pas, quoi. Ça colle pas. Ouais. On peut le dire. Exactement. Alors l'histoire elle est assez simple. On est donc à la fin des années 50 en URSS. On a un groupe de 9 jeunes gens qui sont des sportifs, qui font des études, qui sont des randonneurs aguerris, qui ont décidé de faire donc une longue promenade à ski. Alors il faut savoir qu'à l'époque, on est dans un pays où on ne peut pas voyager à l'étranger, où tout est encadré. Et donc pour les jeunes de l'époque, c'est vraiment une occasion de s'évader et de passer du bon temps ensemble, un peu loin du carcan politico-économique qui peut être présent aussi bien dans leurs universités que dans la vie de tous les jours. C'est un petit espace de liberté pour eux quand même, malgré tout, d'aller se balader comme ça, quoi. Ouais. Exactement. Mais en même temps, ce que j'ai trouvé assez récemment et ce que j'ignorais, c'est que pour faire cette promenade, cette randonnée, qui est quand même une sacrée randonnée, 300 km à ski en 2 à 3 semaines, c'est un truc carrément costaud. Ils ont quand même dû déposer une autorisation. Non, c'est pas la petite randonnée du truc, c'est vraiment une sorte d'expédition. Et ils ont quand même ils ont dû déposer une autorisation et une sorte de, alors j'allais dire un plan de vol, c'est pas un plan de vol, mais enfin une indication de tout le parcours qu'ils allaient faire. Camille, tu as une carte. Oui. Ouais, tu as une carte déjà qui peut nous montrer où l'histoire se passe. On est dans l'Oural. L'Oural, c'est simple, c'est une région immense, quasi déserte, en tout cas très sauvage, qui se trouve à quelques centaines de kilomètres à l'est on est à 200 km à l'est environ de Moscou. Voilà.
Ouais. Et sur une autre image, on peut peut-être montrer le parcours de ces randonneurs qui vont partir en fait d'une ville qui s'appelle Sverdlovsk. Alors aujourd'hui, ça s'appelle Yekaterinbourg. Et donc ils vont aller, voilà, ils ont pour objectif de rallier une montagne qui s'appelle la montagne de Torten, qui est située dans le nord. Voilà. Bon, donc c'est pas une promenade de santé, parcours très long. En plus, ils le font en hiver, donc c'est autant dire qu'il faut être très très costaud pour faire ça. Mais bon, ils sont aguerris, ils ont déjà fait des sorties de ce type-là dans des conditions éprouvantes, donc bon, pour eux c'est une aventure, mais c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Et c'est même plutôt sympa. En théorie, ils en faut imaginer. 3 semaines. Oui, 2 à 3 semaines, je pense. Je me rappelle plus exactement, mais 2 à 3 semaines pour le faire. Ouais. Ils partent avec des gros sacs à dos, ils ont des vivres, ils ont une grande tente, ils ont des vêtements chauds. Enfin, ils ont tout ce qu'il faut pour voilà, pour passer du bon temps, faire du sport et être. C'est un peu le culte de l'aventure, du dépassement de soi, tout ça en restant dans la mère patrie. Il y a un peu tout ça derrière. Alors, qui sont ces 10 jeunes randonneurs? Parce qu'au début, ils sont 10. Donc là, on n'en a que 9. Je vous expliquerai pourquoi il y en a 10. Mais en fait, au départ, alors ce sont tous des étudiants, des diplômés de l'Institut technique d'État de l'Oural. Ce sont des enfants de la guerre. C'est des jeunes qui ont connu vraiment beaucoup de difficultés quand ils étaient gamins et qui maintenant trouvent un petit peu de distraction à faire de ce genre de randonnée. Alors, dans le groupe, il y a un chef qui s'appelle Igor Dyatlov. Il a 23 ans, donc c'est un jeune chef, étudiant en 5e année, spécialisé dans la technologie radio, jeune homme sérieux, plutôt quelqu'un qui prend des décisions mûrement réfléchies. Ça, c'est important de le savoir par rapport aux événements et à ce qu'ils vont décider de faire. Voilà, c'est un des membres les plus athlétiques du groupe aussi. Et puis il a une petite histoire, une petite idylle avec une des 2 filles du groupe qui est la jeune fille. Alors là on voit pas trop sur la photo en noir et blanc, mais c'est la jeune fille qui est en bas au milieu, qui s'appelle Zina Kolmogorova, qui a 22 ans et qui elle est, disons, a le talent d'attirer un peu tous les gens à elle. Voilà, c'est aussi une randonneuse confirmée. L'autre jeune femme, elle s'appelle Lyudmila Dubinina, elle a 21 ans. Elle est plutôt blonde, elle est très active et surtout, elle va avoir un rôle majeur dans cette histoire, c'est qu'elle a un appareil photo. Et avec cet appareil photo, elle va prendre énormément donc de clichés de l'expédition, de la randonnée, ce qui va nous permettre de savoir un peu, d'avoir une idée de l'atmosphère en tout cas jusqu'au drame. Et l'atmosphère, on verra, elle est plutôt paisible, bucolique et joviale. Alors il y a 7 hommes sinon qui sont, je parlerai pas du 10e, j'en parlerai après, mais il y a 7 hommes qui sont avec Dyatlov et les 2 jeunes femmes. Il y a un autre étudiant qui s'appelle Sacha Kolevatov. Lui, il a eu un lien dans ses études avec la production de matériaux pour l'industrie nucléaire. Ça, c'est intéressant. Il est considéré comme un garçon appliqué et méthodique. On a Yuri Krivonichenko, c'est celui que je pense qu'on voit tout en haut à droite, qui a les oreilles un peu décollées. Lui aussi a travaillé brièvement dans un site nucléaire soviétique. Et il était d'ailleurs présent sur le fameux site de Tcheliabinsk en 1957, lorsqu'il y a eu un incident avec une fuite radioactive dans une usine de plutonium. Donc, je dis ça parce que ce Yuri Krivonichenko, en fait, a une connaissance du nucléaire et de la radioactivité qui est bien supérieure à celle de la majorité de ses contemporains. Ça, c'est intéressant. On a Rustem Slobodin. Lui, c'est le membre le plus athlétique, le plus costaud de l'équipe. Alors, il est d'origine tatare, parce que Rustem, c'est pas un prénom russe du tout. Et voilà, c'est un beau garçon, et il joue de la mandoline. Il a toujours une petite guitare avec lui quand il fait de la randonnée. On a aussi Yuri Dorochenko. Il est d'origine, comme son nom l'indique, il est d'origine ukrainienne. C'est un très bon étudiant, très bon randonneur aussi. Et il a eu une petite idylle avec justement Zina Kolmogorova. Mais bon, le couple a rompu, mais ils s'entendent très bien, donc il n'y a pas de jalousie ou de ressentiment quelconque. Voilà. On a un autre membre de l'équipe qui s'appelle Nikolai Thibaut Brignol. Alors ça, c'est assez amusant parce que c'est un nom qui ne fait pas du tout russe. Alors, il est surnommé Kolia.
En fait, son père était un communiste français qui a été exécuté sous Staline. Et lui-même est né dans un camp de concentration pour prisonniers politiques. Vous imaginez un peu le truc. Sacré destin. C'est le seul à être diplômé. Ah, sacré destin, ouais. Et malgré cela, on lui prête un grand sens de l'humour, une grande disponibilité, il aide toujours tout le monde. Et il avait d'ailleurs promis à sa mère que ça serait sa dernière sortie. Voilà, donc là, ça a été un peu prémonitoire, hélas. Il avait pas tort, ouais, hélas. Ouais. Ouais, exactement. Et puis, il y a Alexandre Zolotarev. Alors, il est surnommé Semyon aussi. C'est celui qui est tout en bas à gauche. Et lui, il est très différent des autres parce que d'abord, il est beaucoup plus âgé. Il a 37 ans et il travaille comme guide pour les touristes dans cette région de l'Oural. Et c'est un personnage assez énigmatique. Je reviendrai un petit peu sur lui. Voilà. Alors, je vous ai dit qu'il y en avait un 10e. Le 10e, il s'appelle, que je me rappelle bien, Yuri Yudin. Il a 22 ans et je vais en reparler tout de suite après parce que on va comprendre pourquoi il n'est pas dans cette équipe en fait. Bon, tout ça pour dire que voilà, c'est pas des ils grimpent tous dans un camion. Non, voilà, c'est ça le plus important, c'est que ils sont tous jeunes, en grande forme, très aguerris, très sportifs et voilà, donc ils sont prêts à affronter des choses assez dures. Oui, ils ont l'habitude. Donc exactement. Donc pour partir, pour commencer leur randonnée, ils doivent se rendre de Sverdlovsk à Ivdel, petite bourgade située dans la même région. Et là, ils grimpent dans un camion. Je crois qu'on a une photo, parce que c'est ça qui est bien dans cette histoire, c'est qu'on a même des photos. Voilà, on les voit dans le camion. Ça doit être donc. Ça, ce sont des photos prises par l'étudiante, hein, c'est ça? Oui, par Lyudmila, voilà, je cherchais son prénom, Lyudmila Dubinina. Elle a pris les photos de tous ses copains qui montent dans le camion. Et c'est un camion qui va les conduire jusqu'à Vijay, qui est un petit village habité vraiment au nord de Sverdlovsk. Et à partir de là, on est le 27 janvier. Ils vont commencer à marcher, enfin avec à pied, soit ils sont avec leurs skis, hein, c'est des skis de randonnée, en direction donc de la montagne de Torten. Dès le lendemain, alors je crois que ça doit être la photo d'après, si je ne me trompe pas. Ah non, on les voit encore là, pardon. On peut commenter rapidement, on les voit, voilà, ils sont, c'est avant le départ, ils sont en train de chausser leurs skis, ils sont en train, voilà, c'est les derniers préparatifs. Là, ils sont encore, on va dire, dans la civilisation, en milieu habité. Ouais. Voilà, là on le voit en photo. On voit Zolotarev, là, celui qui est plus âgé à droite. Ça doit être Igor Dyatlov qu'on voit de profil à droite. Et sans doute, là, ça doit être Lyudmila, je pense, peut-être. Parce qu'en fait, elle prenait les photos, mais de temps en temps, elle passait son appareil photo à quelqu'un d'autre pour être aussi sur les photos de temps en temps. Voilà. Alors, le 28, voilà, on les voit tous. Voilà, il y a à peu près toute l'équipe avec d'autres gens, hein, parce que ils ont dû rencontrer des gens. Et puis, voilà, c'est des photos qui ont été prises au moment du départ. Voilà, exactement. Alors, la photo d'après, ça doit être celle-ci. Voilà, et là, on voit effectivement Yuri. Alors, donc, c'est Yuri Yudin qu'on voit au centre de la photo, qui est l'un des membres du groupe qui, en fait, doit abandonner dès le lendemain, le 28 janvier, parce qu'en fait, lors d'une précédente randonnée, il s'était blessé au dos, et donc il souffrait à la fois au dos et à la jambe, et il s'est très vite rendu compte qu'il ne pourrait pas faire la randonnée. Voilà. Bah alors, donc là, il a laissé... Ça prouve encore une fois qu'on est face à des gens quand même raisonnés et raisonnables, puisque lui, il s'est blessé, il dit « je vais pas pouvoir y aller parce que ça va être trop compliqué ». Enfin voilà, c'est encore une fois... une preuve de gens qui oui, absolument. Non, absolument pas du tout. Comment dirais-je c'est connaître bien ses forces. C'est très qu'il va pas pouvoir le faire et donc il décide de renoncer. Absolument. Non, c'est pas des exaltés, c'est pas des gens enfin, c'est pas des jeunes gens qui font n'importe quoi. Non, pas du tout. C'est pas les et là, on le voit en train de donner la collab à Lyudmila. Exactement. Bon, voilà. Exactement. Et ça, et en fait, là, il sait pas. Hein. Ce sont des gens expérimentés, encore une fois, et ça, c'est très, très, très important quand même. Exactement. Je pose juste une question qui n'a rien à voir. Est-ce que c'est pas grave pour l'émission et je pense que personne m'en voudra, mais est-ce que vous me voyez encore? Parce qu'en fait, la lumière a baissé. Je peux aller. Non, mais si vous voulez, je peux aller ouvrir mes volets.
Oui, peut-être mettre un petit peu comme ça, on verra un peu plus. C'est vrai qu'on tu feras un peu moins peur. Je peux ouvrir les... Ouais, voilà, je me dis que je vais faire peur. Bon, je fais très très vite. Non, on voudrait pas qu'il t'arrive quelque chose dans le noir non plus, quoi. C'est ça. Déjà qu'en fait, ce cas, il fait un peu flipper, donc là... Ouais. Alors, je l'ai pas dit, il va nous faire beau et on va surcoter. Je l'ai pas dit, mais Camille s'en souviendra aussi. Jocelyn nous avait fait le plaisir de le faire pendant le Contact Nightmare, un événement que nous avions fait à Marignane. Nous avions invité Egon et Jocelyn pour nous parler du côté obscur de l'ufologie. Et justement, on avait parlé, alors on avait abordé Michalak, l'homme barbecue, on avait abordé Petty Cash et Vicky Landrum, et Jocelyn avait abordé justement le col Dyatlov, et on était à peu près 70 personnes dans cet amphithéâtre, et je peux vous dire qu'on entendait les mouches voler quand Jocelyn nous parlait de ce cas. Tout le monde était absolument hypnotisé par ce récit, effectivement. Ouais, hypnotisé et il devait faire et il devait faire aussi chaud qu'aujourd'hui. Oui, dans l'amphi, il faisait pas froid, c'est vrai, ce jour-là, effectivement. Il était très chaud. Voilà, donc en fait, Yuri Yudin, en quittant ses amis, en fait, il ignore qu'il ne les reverra jamais et qu'il a échappé lui au pire. Voilà, c'est une photo qui est assez émouvante, je trouve. D'ailleurs, c'est un peu lui qui va lancer l'alerte, quand même, d'ailleurs, non? Oui, il en fera partie. Voilà, il fera partie des gens qui vont à un moment se dire il s'est passé quelque chose, il y a un problème. Il devrait être là, ouais, effectivement. Voilà. Donc sur les photos suivantes, on les voit en train de randonner à ski. Voilà. Ils sont bien équipés, on voit qu'ils ont tout ce qu'il faut. Moi, ce qui m'avait étonné dans les photos, c'est le nombre de sourires. Alors là, on ne voit pas parce que c'est une photo de loin, mais il y a beaucoup de photos. J'en ai juste choisi quelques-unes, mais en fait, il y en a des dizaines sur lesquelles on les voit en train de... Absolument. Il y a une très bonne ambiance, on les voit en train de rire, on les voit en train de chahuter presque un peu. Ce sont des jeunes gens. En tout cas, ils ont l'air très très heureux, soudés, en train de vivre une belle expérience. Voilà. Donc ça c'est donc 28 et dès le 31 janvier, voilà, on les voit, hein, donc ils posent. C'est assez sympa. Je crois qu'il y a j'ai envie de te dire que à partir du moment où quelqu'un prend des photos, c'est qu'il y a une bonne ambiance. Si ça se tend ou que ça devient compliqué ou que tout le monde commence à être harassé, tu prends plus de photos. Tu penses qu'à une chose, c'est à l'étape du soir et quand tu vas t'arrêter, te reposer. Hein, donc, quand on est à prendre des photos, c'est que ça se passe bien, quoi. Exactement. Et alors, on voit en même temps que les conditions sont difficiles. Hein, c'est pas une partie de plaisir. Il fait très très froid. Il doit faire minimum moins 15, moins 20, voire plus. Et parfois, il peut y avoir des chutes de neige. Enfin, voilà. Donc, il fait froid. Ouais, on est fin janvier en Russie, quoi. C'est quelque chose quand même. C'est ça, exactement. Je pense voilà. Et alors cette photo est très intéressante parce que c'est la fameuse photo du 31 janvier où il s'installe en fait sur le flanc d'une montagne. Et c'est là, alors ils disent nous avons dû choisir un emplacement pour la tente. Je vous lis ce qu'ils racontent parce qu'ils ont fait en même temps un petit journal. Donc les photos plus le petit journal nous donnent une bonne idée de ce qui s'est passé. Nous avons dû choisir un emplacement pour la tente, du vent, un peu de neige. Épuisés, nous avons commencé à préparer la surface plane. Nous avons dîné directement dans la tente. C'est difficile d'imaginer un tel confort ici sur la crête, avec ce vent perçant à des centaines de kilomètres des premiers habitats humains. Bon, il exagère un peu, hein. Ils ne sont pas à des centaines de kilomètres. Mais ils sont très loin quand même. Les plus proches du village doivent être bien à des dizaines et dizaines de kilomètres. Voilà. Et le 1er février, les 9 randonneurs commencent à entamer la longue montée vers le col de l'Otterten. Et leur objectif, en fait, c'est de camper la nuit suivante de l'autre côté. Ça sera après, Camille. Ouais. Ça, c'est là, c'est une photo plus connue. Alors, on va rester sur cette photo qui est vraiment celle qui a été prise. Alors, on ne sait pas si elle a été prise le 31 janvier ou le 1er février, mais à la limite, peu importe, ça nous donne une bonne idée. Voilà, ils s'installent, ils sont en train de faire une sorte de petit camp de base avec leur tente. Et donc ils sont pas très loin, ils sont à une quinzaine de kilomètres de leur destination finale, enfin en tout cas de cette étape-là parce que le voyage doit durer plus longtemps, mais ils sont pas très loin de l'endroit où ils voulaient camper, mais ils se disent on va camper plus tôt parce que voilà on est fatigué et qu'on fera le reste demain. Et ouais, mais c'est important ce que tu dis parce que ça veut dire qu'encore une fois, ils se posent pas un moment où ils sont épuisés à la tombée de la nuit, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent quand même à l'endroit où ils vont s'installer. Et là, on voit qu'ils
qui façonnent l'endroit où ils vont passer la nuit, quoi. Enfin, je veux dire, Ils préparent c'est pas on est crevé, on pose la tente et puis on sait pas où on est, quoi. Là, il y a une vraie stratégie. En fait, ils ont un peu surestimé leur force. Et d'après ce qu'ils mettent dans le journal, il y a un petit blizzard. Enfin, il y a une visibilité assez réduite. Et ils se disent non, c'est un peu trop dangereux d'aller plus loin. Donc là, ils décident de s'arrêter à cet endroit et de rester là. Voilà. Et ils l'ont écrit c'est dans les dernières lignes du journal, c'est écrit. On va s'arrêter là parce que ça sert à rien d'aller plus loin. Ce qui est un peu dommage peut-être, on ne sait pas, hein, mais ils n'étaient pas très loin d'une forêt. Ils auraient peut-être pu aller dans la forêt. Bon. Parce que là, il n'y a pas d'arbres autour d'eux. Sur la photo, on semble distinguer un léger flou, effectivement, comme un vent qui pourrait soulever un petit peu de neige et flouter un petit peu la photo. Exactement. Voilà. Alors après, survient la nuit, et là survient l'inexplicable, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose dans la nuit du 1er au 2 février 59. Il y a un événement totalement inexpliqué qui s'est déroulé, et la petite troupe ne va pas en réchapper. Mais ça, on va pas le savoir tout de suite, puisqu'ils sont loin de tout. Bien sûr, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de moyen de communication. Et en fait, Igor Dyatlov, qui est le chef de l'expédition, aurait dû envoyer un télégramme dès le retour de l'équipe à Vijay, le petit village d'où ils étaient partis. Donc c'était prévu vers le 12 février, donc une douzaine de jours plus tard. Parce que arrive le 12 février. Ouais. Parce qu'il devait faire ses 300 km, mais il revenait comment? Il refaisait le chemin en sens inverse ou il prenait un train, une voiture, enfin il revenait... Non. Ah non, il n'y a rien du tout. C'est un aller-retour tout en ski. Ah ouais, quand même, quoi. Voilà. Et ils devaient revenir à leur point de départ. Non, il n'y a pas du tout d'endroit où tu peux prendre un camion ou un train ou quoi que ce soit. Non. Et donc, lorsque la date du 12 février arrive et puis qu'elle est dépassée et que les randonneurs n'arrivent pas, on commence à s'inquiéter un peu. Bon, on laisse passer quelques jours parce qu'on se dit, c'est genre d'expédition, on ne peut pas prévoir au jour près qu'ils vont arriver. Sauf que quand même, après plusieurs jours, les familles des randonneurs commencent à être vraiment inquiètes. Et là, elles vont toutes réclamer une intervention auprès du directeur de l'Institut Polytechnique, dont dépendent les randonneurs, les étudiants. Voilà. Et en fait, c'est le président de l'Institut Polytechnique il va même pas attendre l'intervention de l'armée ou de la police. Il va organiser lui-même une opération de sauvetage avec des professeurs et des étudiants. Et cette équipe de sauvetage va se mettre en marche le 20 février, c'est-à-dire une semaine après le 12. On est quand même maintenant, par rapport à la nuit du 1er au 2 février, 20 jours plus tard. Et il va leur falloir encore 6 jours pour parvenir sur la dernière zone connue du groupe. Donc ils vont arriver sur les flancs de la montagne où les randonneurs ont bâti leur tente. Ils vont y arriver le 26 février 59. Donc c'est presque un mois après. Voilà. Et là, ils vont faire des découvertes. Je crois que c'est là où va être prise la photo que montrait Camille tout à l'heure, je crois. Exactement. On peut la montrer maintenant avec la tente. Voilà, quand les sauveteurs arrivent sur place, ils vont trouver le campement abandonné. Il n'y a plus aucun randonneur. Et ils vont trouver la tente gravement endommagée. Hein, on voit sur l'image, elle est complètement effondrée. Il y a un peu de neige dessus, mais on ne peut pas considérer qu'elle est ensevelie. Elle n'est pas ensevelie. Il s'est passé un mois. S'ils trouvent ça dans cet état-là, c'est correct pour quasiment un mois. Pour moi, il y a eu quelques chutes de neige, mais voilà. Oui, mais encore planté, je veux dire, on voit qu'elle n'a pas été emportée par quelque chose, quoi. Enfin, là, non, absolument pas. Absolument. Exactement. Et alors, très très étonnant, il y a deux choses qui vont étonner les sauveteurs. La première chose, c'est que la tente, alors j'ai une image qu'on verra un peu plus tard, mais la tente a été déchirée de l'intérieur à plusieurs endroits. C'est comme si ils étaient dedans, comme s'il fallait sortir sans passer par la sortie normale. Il fallait sortir plus vite que possible, et donc ils ont déchiré de l'intérieur leur tente. C'est quand même très étonnant. Ils avaient qu'une seule tente, donc c'était une grande tente pour qu'ils rentrent tous dedans. Oui, c'est une grande tente où ils se mettent tous dedans. Ils sont à 9 dedans. C'est une tente où on peut rentrer je crois à 12. Donc non, c'est une grande tente en plus. Là, on le voit pas parce qu'on a l'impression que c'est une tente assez petite, mais c'est vraiment une grande tente. Il vaut mieux éviter les haricots rouges au dîner, donc, dans ce genre de tente.
Et écoute, on en reparlera dans les hypothèses, tu verras. Et l'autre chose étonnante, c'est que dans la tente, ils vont retrouver toutes les affaires des randonneurs. Ah, ça c'est quand même fou. Ouais. Un évolé quoi. Tout ce qu'ils pouvaient laisser, les outils, les sacs à dos, les montres, enfin plein de choses comme ça. Non, l'appareil photo justement qui nous permet de, alors pas cette photo, mais toutes celles qu'on a vues avant. Voilà, l'appareil photo a été retrouvé intact dans la tente. Alors, bon état. Les randonneurs, les sauveteurs, se rendent compte que de la tente partent des empreintes de pas. Et là, ils sont très étonnés parce qu'en regardant les empreintes de pas, ils voient qu'il y a des empreintes de bottes. Bon, ça c'est normal. Mais là, ce qui est beaucoup moins normal, c'est qu'il y a des empreintes de chaussettes, même de pieds nus. Donc là, ils se disent, il y a un truc qui ne va pas du tout. Alors, pour voir des empreintes de pieds nus et de chaussettes, c'est vraiment qu'il n'y a pas eu beaucoup de neige au-dessus des pas, surtout plus de 20 jours après, quoi. Exactement. Donc là, en fait, les sauveteurs vont suivre les traces un moment, les traces vont disparaître, mais ils vont continuer un petit peu sur la lancée, et ils vont trouver deux corps d'abord, les corps de Krivonichenko et aussi de Dorochenko. Voilà. Et là, ils s'aperçoivent que les deux hommes sont déchaussés et ne portent que des vêtements légers. Donc eux sont bien sûr morts de froid. Ils remarquent quand même qu'il y a pas mal de branches cassées jusqu'à une hauteur de 5 mètres environ autour d'eux, ce qui est assez bizarre. Donc ça laisse supposer peut-être qu'un des deux a essayé de grimper dans un arbre et tomber peut-être d'un des arbres. Et en revenant sur leurs pas, mais par un autre chemin, une autre trajectoire, on va dire, les sauveteurs vont tomber sur 3 autres cadavres. Donc à 300 mètres du sapin dont les branches étaient cassées, ils vont tomber sur le corps d'Igor Dyatlov. Je crois qu'on... Alors si tu montres les photos d'après... Alors ça c'est Igor Dyatlov, voilà. Et voilà malheureusement comment on l'a retrouvé. Donc c'est... Avant, après, ça quoi. fait un peu film d'horreur, hein, bien sûr. On va peut-être mettre un petit logo. C'est un peu avant-après. Non, mais en même temps, on va deviner le avant-après. Non, mais en même temps, c'est vrai que là, on parle quand même de la dépouille d'un homme, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est... c'est pour ça. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui a vécu et c'est vrai que c'est choquant quand même de trouver ce corps dans cet état-là. Ça doit être extrêmement choquant. Surtout si c'est des gens qui le connaissaient ou qui l'avaient côtoyé à l'école polytechnique. Absolument. Et lui, il va être retrouvé donc habillé, mais il n'a pas de chaussures. Il porte pas de chaussures. Donc, ils ne savent pas pourquoi. À 180 mètres plus loin, toujours en direction de la tente, on va retrouver la dépouille de Zina Kolmogorova. Elle aussi est déchaussée. Et 150 mètres plus loin, le corps de Slobodin. Voilà. Bon, il y a beaucoup de photos qui existent des corps. On ne va pas toutes les montrer. Ça n'a pas un grand intérêt. Voilà, c'est des corps de gens qui sont de gens qui sont morts de froid, qui sont dans la neige. Voilà. Parce que quand même, je voudrais faire remarquer quelque chose. Alors après, je suis pas guide de haute montagne, mais on voit la position des mains et on n'a pas l'impression que les mains ont été brisées ou quoi que ce soit, comme peuvent l'être dans une avalanche. Enfin, je veux dire, on voit pas un corps disloqué. Voilà, c'est ça que je veux dire en fait. Non, ce qui est étonnant, c'est que voilà, il y a déjà dans ces corps, là on retrouve donc 5 corps. Dans ces 5 corps, il y a déjà des anomalies, c'est-à-dire qu'il y en a qui portent des chaussures, d'autres pas. C'était Slobodin, alors lui, il a le crâne fracturé. Bon, c'est peut-être une blessure, il est peut-être tombé. Manifestement, c'est pas une blessure qu'on lui a infligée, c'est lui qui s'est blessé lui-même. Son pied gauche est nu, alors que son pied droit, lui, porte 4 chaussettes. Enfin, voilà, il y a des trucs complètement aberrants comme ça. C'est assez étonnant. Ouais. Par contre, Jocelyn, juste un point, parce que c'est vrai que c'est une question que je me pose encore. Comment on a pu déterminer que la tente avait été éventrée de l'intérieur et pas de l'extérieur? C'est vrai que ça, c'est toujours une question que je me suis posée. Bon, il doit y avoir quelque chose de très très simple, mais c'est vrai. Est-ce qu'il y avait une doublure qui fait que... là, j'avoue, je peux pas te donner l'explication technique, mais c'était dans les rapports des enquêteurs de 59. Et ça n'a jamais été une double toile ou... ça n'a jamais été contredit ensuite. Donc après, techniquement, je ne sais pas comment ils en ont déduit ça. Peut-être que les fils étaient dans la direction de l'extérieur et montraient qu'il y a eu un mouvement. Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Mais manifestement, ça faisait l'unanimité. Donc, voilà. Oui, puis on voit malgré tout qu'effectivement, ils sortent
ils sortent comme ils sont, quoi. C'est-à-dire, il y en a, ils ont des chaussures, ils sortent en chaussures, il y en a, ils sont en chaussettes, pieds nus, ils sortent, quoi. Enfin, il faut partir, quoi. Il faut partir, exactement. Il faut partir. Surtout que, voilà, on sait très bien, quand ils ont installé la tente, le temps n'était pas clément, et c'est pour ça qu'ils se sont arrêtés aussi plus tôt. Oui. Donc, à mon avis, quand ils sortent, ça ne doit pas être très... il va faire encore plus froid, c'est la nuit, s'il y a du brouillard et tout ça. Ouais. Ce n'est pas des conditions où tu sors en chaussettes ou pieds nus. On a estimé qu'il faisait moins 20 degrés à peu près. Donc tu sors pas par moins 20 comme ça. En plus, ils le savent. Ils savent très bien que si tu sors en n'étant pas assez habillé, tu risques ta vie. Donc c'est ça, c'est assez étonnant. Après, on reviendra sur un autre point qui est aussi étonnant et qui est paradoxal par rapport au fait ils ont eu peur, ils sont partis. Vous verrez qu'il y a un truc qui va pas. Alors les 4 autres randonneurs, eux, n'ont été retrouvés que 2 mois plus tard, le 4 mai 1959. Parce qu'ils étaient ensevelis sous 3 à 4 mètres de neige dans un ravin qui était dans le même coin, mais on va dire à 75 mètres environ du pin dont je vous parlais tout à l'heure, de l'arbre dont les branches étaient abîmées. Voilà, donc en fait, je sais pas si on a une photo. Attends, je me rappelle plus alors ça vous donne une idée de l'endroit. Vous voyez, il n'y a pas d'arbre. Hein, le col Dyatlov, faut imaginer l'endroit recouvert de neige, mais c'est exactement ça. Alors, vous l'aurez compris, on l'a appelé le col Dyatlov, suite bien sûr à ce dramatique accident. Hein. C'était pas le nom du col au départ. Oui. Non, il n'avait pas de nom en fait, ça s'appelait l'élévation numéro je sais pas quoi. Voilà, là on a un plan, une sorte de schéma qui indique où est-ce qu'on a retrouvé les différents corps. Et vous voyez que c'est extrêmement disséminé sur des distances de plusieurs centaines de mètres. On voit la tente tout en haut à gauche, et en fait les corps sont tous disséminés à droite et à gauche. Et il semblerait qu'il y ait eu 2 groupes. En tout cas, ils sont peut-être tous partis ensemble, mais qu'après, il y a eu 2 groupes qui se sont formés. Les 3 les plus proches de la tente qui auraient tenté de revenir vers la tente. Ce qui est étrange, c'est qu'on les a trouvés comme s'ils étaient en train de ramper, ce qui est assez étonnant, parce qu'on ne comprend pas bien pourquoi ils étaient en train de ramper. Et les autres étaient plutôt regroupés vers l'arbre et même avaient essayé de faire du feu. Voilà. Mais pourquoi ils ont essayé de faire du feu, donc il y a eu un petit laps de temps, quoi, du coup. Voilà, et pourquoi? En fait, on ne sait pas, comment dirais-je, on sait que ça s'est passé dans la nuit du 1er au 2 février parce que le journal s'arrête ce jour-là. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'ils sont morts. Moi, tout ce qu'on peut dire, enfin, si on raisonne de manière comme une enquête criminelle, ils sont morts entre le 1er février et le 26. Et le 26, le jour où arrivent les sauveteurs. Après, ce qui s'est passé dans cette période, on ne sait pas. On peut quand même deviner, vu l'état dans lequel on les a retrouvés, ils sont morts très très vite. Ça n'a pas duré très longtemps. Mais c'est vrai que s'ils se mettent à faire du feu, c'est pas dans les 5 minutes qui suivent la problématique, quoi. Voilà, alors est-ce qu'ils sont arrivés à faire du feu? Est-ce que ça a duré longtemps? Bon, tout ça, c'est assez... On ne sait pas bien. En tout cas, on sait que toutes les victimes sont mortes d'hypothermie. C'est vraiment le froid qui les a tués. Il y a juste Slobodin qui a eu le crâne fracturé, mais cette blessure n'a pas causé sa mort. Et il y en a d'autres qui ont eu, par contre, d'autres traces. Fracture du Thibaut Brignol qu'on a retrouvé, lui avait une fracture du crâne. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Zolotaryov avait la cage thoracique enfoncée. Lui, il avait plus d'yeux. Mais bon, après, si les corps sont restés là pendant quelques jours, il y a quand même des oiseaux, des prédateurs qui viennent. Il y a une image qui avait un peu choqué tout le monde, c'est que Ludmila Dubinina, elle a été retrouvée avec la langue arrachée. Voilà. Mais c'est pas, enfin, je veux dire, ça peut être tout à fait un animal de passage qui est venu se nourrir. Il n'y a pas forcément quelque chose de totalement fantastique ou paranormal là-dedans. Ouais, mais généralement, un animal ne va pas toucher uniquement à la langue ou aux yeux. Enfin, ils attaquent aussi d'autres parties. Surtout qu'il y a potentiellement des plaies ou des choses comme ça. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que... Alors, donc, on va récupérer bien sûr les corps, on va les ramener, il va y avoir une autopsie. Et très vite, de toute façon, on va se rendre compte quand même de quelque chose, c'est que la tente a bien été déchirée de l'intérieur. Il n'y a aucune preuve, je vais y revenir, mais il n'y a aucune preuve qu'il y avait une autre personne dans les environs. Et d'après les autopsies, les victimes seraient mortes dans les 24 heures qui ont suivi leur dernier repas. Donc ça s'est vraiment passé entre le 1er, le 2, le 3 février, mais si l'autopsie est exacte, ça n'a pas duré, ils n'ont pas survécu très très longtemps.
Et ce qui a surtout étonné les enquêteurs et après les médecins, c'est que les corps ne présentaient aucune blessure externe. C'est-à-dire les fractures, c'est des blessures internes. Mais il n'y avait pas de traces d'échymose, de blessures de sang, lutte. de choses comme ça. Voilà, de lutte. Voilà. Exactement. Ils ont par contre... ah oui, on peut montrer la photo. Ça, c'est Ivanov, c'est l'enquêteur. En fait, voilà, il n'est pas très enjoué comme garçon, mais c'est l'enquêteur principal qui a mené toute l'enquête à l'époque en 1959. Voilà, c'est la seule photo qui existe de lui à ma connaissance. Et ce qui a beaucoup surpris donc les médecins de l'époque, c'est qu'ils ont comparé ce qui leur était arrivé et ce qu'ils ont vu comme les fractures, les choses comme ça, comme celles qu'on a quand on a subi un accident de voiture. Avec voilà, ce qui avait été dit à l'époque, c'est la force des coups était trop grande et les parties charnues n'ont pas été endommagées. Donc ça pouvait pas être, voilà, ils n'ont pas été blessés par quelque chose d'extérieur. Donc ça, c'est très très étonnant. L'enquête officielle va être rapidement bouclée par Lev Ivanov, justement, qu'on voit en photo. Et dès le mois de mai 59, les autorités soviétiques vont refermer le dossier en raison de l'absence, et eux ils appellent ça l'absence de partie coupable. En fait, ils ne savent pas du tout ce qui s'est passé. Et par contre, ce qui est très très intéressant, c'est que dans leur rapport, Lev Ivanov conclut en disant « C'est une force irrésistible inconnue qui a causé la mort des 9 touristes ». Alors, quand même, Jocelyn, force irrésistible inconnue. On va être clair, les enquêteurs qui viennent, qui regardent, sont quand même des gens qui savent ce qu'est une avalanche, enfin qui connaissent les dégâts sur les corps des avalanches. Mais là, de ce que tu nous dis, à l'époque, l'avalanche ne paraît pas comme une évidence au final. Non, pas du tout, non, voilà. non, pas du tout. Alors c'est pas du tout. Bah, elle a sans doute dû être évoquée, mais les sauveteurs, quand ils arrivent sur place, ne trouvent pas de traces d'avalanche. Voilà. La tente n'a pas été submergée par la neige. De corps qui se retrouvent un peu en bas, mais pas pour les 3 premiers en tout cas. Alors peut-être que ceux d'en bas, effectivement, mais ceux d'en bas, en fait, ils ont été retrouvés 2 mois après, peut-être parce qu'ils étaient recouverts déjà par une couche de neige et que pendant les 2 mois suivants, il a neigé et ils se sont retrouvés couverts par 3 mètres de neige. Ils ont commencé à faire un feu, c'est pas ça qui fait que... Enfin, c'est pas une avalanche. Si t'es pris dans une avalanche, tu vas pas faire un feu, quoi. Enfin, je veux dire... T'as pas spécialement le temps, hein. Voilà, quoi. Enfin, je veux dire, enfin, moi, ce qui m'ébahit dans ce que tu dis, c'est que là, effectivement, les enquêteurs semblent dire, bon, on ne sait pas ce qui leur est arrivé, mais l'avalanche n'est pas... Enfin, voilà, on ne dit pas c'est une avalanche. En tout cas, en 59, alors après, l'hypothèse de l'avalanche, c'est une des hypothèses qui a été soulevée par la suite, mais pour donner une explication rationnelle, mais c'est pas la conclusion des enquêteurs de 59. Bon, donc ça veut bien dire qu'il y a un problème. Bah, il y a un problème. Moi, je pense qu'il y a un problème. Ouais. Voilà. Okay. Alors après, il y a pas mal de scénarios qui ont été dit. Bon, j'ai pas le temps malheureusement de rentrer dans tous les détails. Là, on voit une autre photo de la zone. Ça vous donne une idée. C'est vraiment désert. C'est-à-dire, il n'y a pas d'arbres, il y a rien pour se cacher. C'est très très sauvage et désolé. Donc après, il y a effectivement des théories qui existent, mais en même temps, voilà, quand on voit cette photo, on a du mal à imaginer une avalanche. C'est ça. Moi, voilà, je ne vois pas. C'est pas non plus. C'est pas une grande montagne, il n'y a pas des tonnes de neige. Voilà. Donc, alors, il a été évoqué. Enfin, je sais pas, ouais, c'est bizarre. Et donc, il y a un détail qui est important, c'est que dans le journal du groupe, il est fait état d'une couverture neigeuse relativement mince. Donc, ça voudrait dire qu'il n'y a pas assez de neige pour qu'il y ait une avalanche. Il n'y a pas matière à ce qu'une plaque se détache de là à créer une avalanche, quoi, effectivement. Bon. Et après, la question, c'est à supposer qu'il y ait une avalanche. Comment expliquer que 9 randonneurs qui sont même aguerris se mettent en état de panique et s'enfuient. Alors, c'est là où j'en viens dans cette histoire de panique, parce que le fait qu'ils aient déchiré la tente de l'intérieur voudrait dire qu'ils ont dû sortir très vite, et donc dans un état un peu en se bousculant, enfin en faisant au plus vite. Et en même temps, quand on regarde les traces des pas, les enquêteurs ont tous déduit qu'ils n'étaient pas en train de courir, ils marchaient assez normalement. Donc là, il y a un truc qui colle pas non plus. Je veux dire, s'ils ont eu peur, il y a quelque chose qui leur a fait peur, le bruit d'une avalanche elle-même ou n'importe quoi d'autre,
comment expliquer qu'ils déchirent la tente de l'intérieur comme s'ils étaient en panique et qu'après ils partent. Mais ils partent de manière relativement calme et sans, comment dirais-je, sans être trop perturbés, et en même temps en étant habillés n'importe comment. Ouais, parce Il y a des paradoxes et des contradictions. Ils sont expérimentés. S'ils déchirent la tente, ils savent très bien que quelque part, ils détruisent leur milieu de protection. Voilà. Enfin, en plus, ils sont loin de tout. Bah, en plus, s'ils détruisent la tente, ils savent qu'ils ne pourront plus l'utiliser, quoi. Donc, ça doit être vraiment une décision, mais dernier recours. C'est ça, exactement, c'est ça. Il y a un côté, il y a des contradictions. Comment expliquer comment ça s'appelle, cette action de supprimer les trucs qui te protègent et en même temps de partir relativement tranquillement à l'écart et ensuite d'essayer de revenir mais de ne pas y parvenir. Alors la conclusion de 2020, on va y revenir, disait il y a eu une avalanche. Alors on ne sait pas s'il y a eu une avalanche ou le bruit d'une avalanche, en tout cas ça serait une avalanche qui les aurait poussés à fuir la tente. Et ensuite, ils sont dans le noir et c'est vrai qu'ils n'ont peut-être pas de lumière et ils n'auraient pas retrouvé la tente. Ils auraient tenté de revenir et ils ne l'auraient pas retrouvée. Ouais, ça me paraît un peu facile quand même. Un peu facile parce qu'on a quand même l'impression qu'ils ne sont pas partis non plus dans un grand état de panique et ça semble un peu simplé, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a fait état, par exemple, de prise de drogue ou de choses dans ce genre-là? Alors ça, ouais, on peut en parler là si tu peux. C'est tout le côté, les gens se sont dit, est-ce qu'ils n'ont pas été, il n'y a pas eu une sorte de crise de folie au sein du groupe, soit d'un des membres, soit de tous. Alors c'est vrai qu'il a été évoqué pas mal de sujets comme l'alcool. Bon, on sait qu'ils n'avaient pas pris d'alcool, voilà. Ce sont des Russes, hein. C'était des Soviétiques, hein. Ils avaient de la vodka, ils devaient boire comme tout le monde. Mais là, on sait qu'ils n'avaient pas d'alcool, parce que l'autopsie a montré qu'il n'y avait pas d'absorption d'alcool. L'autopsie a montré aussi qu'il n'y avait aucune absorption de substances hallucinogènes, alors pas forcément de la drogue, hein, parce qu'à l'époque il n'y en avait pas, mais de choses comme des herbes, des champignons, voilà, des trucs un peu naturels qui peuvent provoquer des hallucinations. Il n'y a rien de tout ça. Donc, alors on a pensé aussi peut-être la nourriture avariée, c'est-à-dire qu'avec eux ils transportaient des vivres, et ils ont peut-être mangé un truc, mais je pense que s'il y avait de la nourriture avariée, en général ça rend malade, ça peut éventuellement te tuer, mais ça te rend pas fou, enfin ça t'oblige pas à sortir de ta tente comme ça en pleine nuit par moins 20 degrés. Donc en tout cas on n'a rien trouvé dans leurs vêtements, leurs vivres et dans la tente qui irait dans ce sens-là. Sens de quelque chose, d'une substance qu'ils auraient absorbée qui aurait provoqué quelque chose. Donc alors on a aussi parlé du poêle, parce qu'en fait ils avaient un petit poêle portatif, c'est une grande tente et dedans ils avaient un tout petit poêle qu'ils pouvaient construire. D'ailleurs c'est écrit dans le journal, c'était une blague, il y avait un record, il fallait battre le record pour monter le poêle à chaque fois, quoi. Et à chaque fois ils n'y arrivaient pas, enfin c'était compliqué. Mais c'est un poêle qui est-ce qu'il y a eu un début à quoi? J'en sais rien. Peut-être, je sais pas. Je sais pas si c'est avec du bois ou un petit peu. Alors, a priori, ils n'avaient pas d'alcool avec eux, donc je sais pas. Ils avaient peut-être quelque chose, petit truc, je sais pas. Sincèrement, j'en sais rien, mais alors peut-être qu'il y a eu une intoxication. C'est possible pendant la nuit. Ça a fait des fumées ou quelque chose comme ça. Ouais, dioxyde. Mais dans ce cas-là, ils auraient trouvé des brûlures sur la toile de tente, quoi. Non, pas forcément. Ça veut pas dire qu'il y a un incendie. Ça veut dire juste dire voilà que il y a un gaz et tu t'es empoisonné. Oui, non, mais dans ce cas-là, ils seraient morts tous dans la tente. Ouais, voilà, ils meurent dans la tente. Tu les retrouves, mais dans la tente. Ils seraient morts dans la tente. Voilà, tu déchires pas la tente pour sortir. Voilà. Donc, si tu déchires la tente, pour moi, c'est à la limite du feu. Mais du feu, on aurait vu des marques. Voilà, la tente. Oui, c'est ça. Ou alors il y a peut-être un départ d'incendie dans la tente. Ça peut être plausible. Ouais. Mais on n'a pas trouvé aucune marque effectivement d'incendie ou quoi que ce soit. Il n'y a rien qui a pris feu dans la tente. Donc, ça aurait pu être plausible. Alors après, si on passe en revue les différentes hypothèses, bon, on peut assez vite écarter tout ce qui est animal, parce qu'on a beaucoup dit entre le tigre. Alors il y a des gens qui ont parlé du tigre de Sibérie. On est quand même à des milliers de kilomètres de la Sibérie. Il y a des gens qui ont dit un ours. Un ours c'est pas mal parce qu'à cause des déchirures. Enfin bon voilà. Est-ce que la tente n'a pas été déchirée par un ours? Mais un ours s'attaque à un humain. Ils étaient 9. Donc il y aurait peut-être eu des blessés, mais pas les 9. Enfin, même en s'enfuyant. Il aurait pu en choper un. Supposer que l'ours.
Voilà. Et à supposer que l'ours se soit installé dans la tente, pourquoi pas, ce qui les oblige à tous fuir. Je pense qu'ils auraient trouvé un moyen soit de le faire fuir, enfin ils seraient pas tous morts de froid en attendant que ça se passe, quoi. Donc ça me paraît improbable. On avait parlé de quoi d'autre? Oui, donc un animal sauvage. Le problème aussi, c'est que autour de la tente, on a trouvé que les traces, les empreintes de pas des randonneurs. On n'a trouvé aucune autre empreinte qu'on n'a pas pu identifier, ni animale ni humaine d'ailleurs. Alors voilà, parce que l'attaque humaine, le hold-up, on va dire, n'est pas cohérent non plus, parce qu'on n'aurait rien retrouvé, pas les objets de valeur, pas l'appareil photo, on n'aurait rien retrouvé, alors que là on retrouve tout, quoi. Il y a eu deux hypothèses autour d'une agression humaine. C'était soit, il faut savoir que dans la région du col Dyatlov, il y a une peuplade indigène qui s'appelle les Mansi. Et les Mansi, qui est vraiment présente vraiment dans la région depuis avant l'arrivée des Russes, hein, donc depuis très très longtemps. Et donc à un moment on les a accusés. Bon, déjà ils étaient très loin, ils étaient à 80 km de là. Il faut savoir que le mont, parce qu'aujourd'hui le col Dyatlov est un endroit un peu sacré pour eux, sur lequel en général ils ne vont pas. Il faut respecter cet endroit parce que d'ailleurs c'est assez étonnant parce qu'ils l'appellent. Alors j'ai oublié l'expression, je vais chercher. Ils l'appellent le mont des 9 cadavres. C'est incroyable. C'est-à-dire cet endroit là où ils sont morts s'appelle le mont des 9 cadavres. Oui. Exactement, parce qu'il y avait eu pas mal d'histoires avant qui s'étaient passées et ça en est passé aussi après. Il y a un hélicoptère qui s'est écrasé un peu plus tard, pas très loin de là, qui avait fait 9 victimes. Enfin, il semblerait que le chiffre 9 soit attaché à cet endroit. C'est assez étonnant. Bon, ça c'est la partie un peu ésotérique, on va dire. En tout cas, les Mansi ont été assez rapidement innocentés, d'abord parce qu'ils étaient très loin de là, d'abord parce que c'est un endroit qu'ils fréquentaient pas et que quand on a appris la disparition des randonneurs, ils sont venus aider. Ils ont proposé leur aide, etc. Et que s'ils avaient attaqué les randonneurs, bon, il y aurait eu des traces physiques sur les randonneurs, hein, ils les auraient tués, et voilà, par un moyen ou un autre. Ça aurait pas été interne, ça aurait été externe pour le coup. Exactement, et puis ils auraient sans doute dérobé les objets, alors ils n'avaient pas beaucoup d'objets de valeur, mais ils avaient l'appareil photo, des montres. Je vais boire un peu parce que Se déshydrate. L'air est très très sec. Et oui, ils avaient des objets de valeur, ils avaient un petit peu d'argent, pas beaucoup, enfin voilà, ils avaient quelques trucs qui pouvaient intéresser éventuellement des pillards. Non, et puis s'il n'y a pas de traces autour de la tente autre que les protagonistes. Bon. C'est ça. On a parlé aussi de prisonniers du goulag, parce qu'il faut savoir que pas très loin de là, il y avait un camp de travail, un goulag. Et on a pensé que peut-être des prisonniers s'étaient évadés et avaient cherché justement à piquer des trucs aux randonneurs pour se partir. Enfin bon, on a imaginé quantité de scénarios, mais on n'a jamais eu aucun élément tangible pour prouver ça. Donc ça, c'est pas possible. Après, qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme... Les hypothèses sont assez nombreuses en fait. Hein. Donc la clique d'anciens prisonniers. On a eu aussi... alors bon, je vous passe les hypothèses un peu fantastiques, type Yeti et autres. Il faut savoir que il y a dans le coin une légende, toujours les Mansi ont une légende autour d'une créature sauvage qui s'appelle le Mengvi. Ça serait des créatures qui seraient les survivantes d'un déluge cataclysmique. Voilà, et elles vivraient dans la toundra. Mais bon, bien sûr, jamais c'est de la cryptozoologie, donc voilà, c'est quand même. C'est de la cryptozoologie. Non, mais c'est ça qui est intéressant dans ce dossier, c'est que tu as tous les ingrédients, si tu veux. Tu as du fantastique, tu as du dramatique, tu as de la cryptozoologie. Tu as aussi de l'espionnage, hein, et du militaire, parce que pas très loin de là, il y avait une base de missiles. Alors, on est à la fin des années 50. On est durant la guerre froide, donc il faut savoir quand même que c'est un moment où les Russes testent pas mal de trucs, notamment des roquettes, des missiles, des choses comme ça dans cette région. Alors on en a deux qui sont partis d'un truc nucléaire aussi là dans l'équipe. Oui. Alors ça, si tu vas voir, c'est encore pour une autre hypothèse. Mais par contre, voilà, on se dit, est-ce que les skieurs n'ont pas été victimes d'un test raté? Est-ce qu'ils ont vu une arme confidentielle qu'ils n'auraient jamais dû voir, etc. Enfin, des choses comme ça. C'est vrai que quelqu'un qui s'était baladé dans la zone un peu après,
pas qu'une personne, d'ailleurs plusieurs personnes qui ont visité la zone des années après ont dit que dans cette zone, il y avait beaucoup de ferrailles rouillées. Donc manifestement, l'URSS lançait des missiles, des choses comme ça, et puis ils venaient pas les récupérer après. Ouais. C'est un petit peu leur pourquoi pas, hein, mais ça... Ouais, mais ça n'expliquerait pas. Oui, c'est exactement, c'est une sorte de White Sands, mais de base White Sands, mais ça n'expliquerait pas du tout leur mort, parce qu'ils seraient morts carbonisés. On n'aurait rien trouvé, quoi. Voilà. Exactement. On n'aurait rien trouvé, exactement. C'est sûr. Donc, et à supposer même qu'il y a eu une opération militaire, d'abord, on n'a trouvé aucune trace d'explosion, quoi que ce soit. Et puis, même s'ils avaient été frappés par une sorte d'essai désastreux, les autorités seraient venues récupérer les corps, les auraient fait disparaître. Voilà, c'est genre l'histoire, ils ont disparu, on ne sait pas où ils sont, mais on les aurait pas retrouvés quelques semaines plus tard, c'est pas possible. Alors, c'est pas dans l'esprit soviétique de laisser les corps sur place. Voilà. Surtout des corps dans cet état-là. Hier, je réécoutais l'émission que nous avons fait avec Christian Doumergue sur son livre du complot, et on a abordé pendant cette émission justement le projet MK Ultra, qui sur le coup est une réalité historique, et MK Ultra qui travaillait beaucoup sur des prises de LSD, sur de la manipulation mentale, enfin sur des choses assez lourdes quand même. On a le fameux cas de Pont de Saint-Esprit en France où le village avait été un peu pris de folie. Bon, est-ce qu'on peut imaginer que les Russes faisaient des expériences et qu'ils se soient retrouvés au milieu de ça? Mais enfin, ils sont au milieu de nulle part, donc il faudrait quand même... ce serait quand même très tiré par les cheveux, cette hypothèse. Ouais, ça serait un manque de chance absolu. Ouais, alors, moi, je ne veux pas écarter la piste sur laquelle ils se sont retrouvés. Vas-y, finis. Vas-y, pardon. Ouais. Non, comme je disais, ça aurait été effectivement une malchance absolue de se retrouver. On peut pas écarter cette hypothèse, mais ça aurait été une malchance absolue d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Ouais, puis c'est très manichéen quand même. Il faudrait que les gars décident de faire une expérience de manipulation. Enfin voilà, moi je trouve que ça tient pas bien la route quand même, quoi. Non, moi je pense pas non plus. Alors une autre hypothèse qui est beaucoup plus intéressante, c'est l'hypothèse des agents doubles. Il a été dit que en fait ce groupe de randonneurs était en fait à la solde, j'aime pas le terme, mais en fait employé par le KGB et devait aller explorer cette zone dans laquelle on avait fait état d'espions de la CIA qui auraient été présents sur place. Alors Russes, faut savoir, c'est pas des Américains. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Américains qui allaient se balader, ça c'est dans les films. Par contre, la CIA avait une autre méthode, c'est qu'elle soudoyait des Russes pour travailler pour son compte. Donc en fait, il y aurait eu ce groupe de randonneurs qui sont donc chargés par le KGB d'aller explorer cette zone dans laquelle d'autres Russes bossant pour la CIA sont en train de faire de l'espionnage autour de la base militaire qui lance des missiles. Bon. Pourquoi pas. Et donc il y aura peut-être une rencontre avec justement entre soviétiques pro-KGB et pro-CIA et que ça serait mal tourné. Mais dans ce cas-là, c'est pareil. Il y aurait eu des gens tués. Toujours la même conclusion. Exactement. Donc, mais c'est vrai que cette piste a été envisagée parce que dans les 9 randonneurs, tu en as 2 qui sont étrangement des spécialistes de la radioactivité et des sites nucléaires, et que l'espionnage de la CIA concernait surtout tous les sites nucléaires soviétiques. Donc ça pouvait être effectivement intéressant. Par contre, on peut imaginer qu'ils étaient... Et il y aurait eu... Ouais, exactement. Et dernière chose, et c'est encore plus étonnant, c'est que il y aurait peut-être au sein du groupe un agent double et qui aurait été lui chargé, comment dirais-je, c'est là où ça devient un peu compliqué, c'est vraiment des histoires d'espionnage, mais qui aurait été chargé d'aider les Russes pro-CIA. Je sais pas si je suis clair. Bon. Après là, ils auraient eu au sein du groupe de randonneurs, il y aurait eu une sorte de traître, une sorte de traître qui serait là pour en fait les empêcher, de faire leur mission. Après, on peut imaginer tous les cliffhangers. Voilà. Ouais, donc du coup, ça ferait mission suicide aussi, puisque il y en a pas un qui survit parmi les 9.
Ben, ouais, le problème, ils sont tous morts. Ils sont tous morts et je le rappelle, ils sont tous morts de froid. Ils sont pas morts de violence ou de. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a pas de. Ils sont pas été assassinés, quoi. Sauf si le mec, du coup, il a développé des pouvoirs pour casser des os, mais sans faire de plaie. Ouais, avec un truc. Alors, on peut regarder une photo. On va regarder les photos qui restent parce que je voudrais m'arrêter sur une. Oui. Hop. Alors, on en était... Ça, c'était celle du début. Ouais, on était bien plus loin. Oui. Hop là. On était là. Après Ivanov encore. Voilà, bah tiens, on voit la tente, justement. On va revenir sur la tente. Hop. Là, c'est étonnant parce qu'on voit, voilà, on voit la tente. On voit toutes les déchirures qui ont été faites sur la tente. On voit déjà la taille de la tente par rapport à un être humain. Donc, c'est une grande tente. Et elle a été déchirée sur. Voilà, il y a une grande déchirure, il y a des petites déchirures. Enfin, c'est assez étonnant, quoi. C'est une grande tente, mais à 9 là-dedans, s'il faut sortir précipitamment, je comprends qu'il déchire la tente. Hein. Oui, voilà. C'est possible. Ouais, carrément. C'est sûr. Là, je redis que les haricots rouges, là, c'est fatal. Hein, dans la oui, mais en fait, au final, quand on regarde les déchirures, il n'y a qu'un seul endroit par lequel ils ont pu sortir. En fait. Ouais. Il n'y a qu'une déchirure d'un mètre, mais. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui les empêchait de sortir par la porte, enfin, par la sortie normale? Je ne sais pas. Par l'entrée principale, je sais pas. Et puis, sortir précipitamment pour après marcher tranquillement, c'est pas cohérent non plus. Bah, c'est ça. Non, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Absolument. Alors, je vais revenir sur cette histoire d'espionnage. On va passer la photo d'après, on y reviendra. Mais tu vas aller à celle de... voilà, à la suivante. Voilà. Là, on voit effectivement Zolotarev, Semyon Zolotarev. Reviens. Oui, on le voit avec ses parents, c'est le même. Mais tu peux revenir juste en arrière. Voilà, celle-ci. Je voudrais juste dire 2 mots sur lui parce qu'il est quand même très très bizarre, ce monsieur. Donc déjà, je l'ai dit au début, il a 37 ans. Les autres ont tous ils ont tous 21, 22, 23 ans. On a fait un peu des enquêtes sur ce personnage. Il aurait fait la guerre, mais il a des états de service qui sont très étranges. Il aurait atteint la ligne de front en 42, il aurait survécu dans une unité dont les effectifs ont fondu de 80% en quelques jours. Enfin bref, toute la classe d'âge de Zolotarev a disparu, mais lui, il s'en est tiré sans problème jusqu'en 46, pourquoi pas. Il a même reçu 4 médailles à ce moment-là, ce qui est assez stupéfiant pour un simple soldat. En plus, il est d'origine cosaque. Faut savoir que les Cosaques, c'est une minorité religieuse et indépendante qui est pas très appréciée de Moscou. Ouais. Plus difficile pour eux, effectivement. Exactement, donc on ignore vraiment les circonstances dans lesquelles, pourquoi il a eu de telles récompenses, ou alors les documents ont été falsifiés. Dans ce cas-là, est-ce que c'est avec la complicité du KGB? Enfin bon, bref, voilà. Donc après, on sait qu'il a travaillé pour l'université de génie militaire de Leningrad, et puis au début des années 50, il devient guide pour les touristes. Donc là, c'est très étonnant aussi. Le gars est quand même héros de guerre, avec des médailles, diplômé, travaille dans une université de génie militaire, donc un truc assez costaud. Et là, tout à coup, il devient guide pour touristes. Alors, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. On a fait une enquête aussi, on a su qu'il s'était déplacé à plusieurs reprises dans l'Union soviétique sans la moindre justification. Très étonnant, hein. À l'époque, quand tu veux bouger en URSS, tu dois avoir une sacrée liasse de papiers et d'autorisation pour le faire. Voilà. Et surtout, le 2 février 59, c'était son anniversaire. Voilà, donc ça c'est plutôt une coïncidence. Mais il est mort le jour de son anniversaire. Ça c'est un peu étonnant. Donc est-ce que... bon, il y a quelque chose. Ce personnage est un peu étonnant. Il y a une histoire que j'ai lue récemment, mais qui n'est pas attestée, comme quoi... finalement, son corps était assez décomposé quand on l'a retrouvé. Quand on a fait un test d'ADN bien plus tard, on s'est aperçu que c'était peut-être pas lui. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui aurait été mis à sa place et lui aurait disparu. Bon, mais c'est spéculatif, hein, j'en suis. Comment on peut dire que c'est peut-être pas lui, en fait? Non, je dis que c'est peut-être pas lui parce que je suis pas sûr des sources. Je suis pas sûr de la source sur cette histoire d'ADN, c'est tout. C'est tout. Non, l'ADN te permet de savoir c'est lui ou c'est pas lui. Ah oui, c'est pour ça que je mets du conditionnel parce que la source n'est pas super fiable. Voilà. Oui, après on peut construire. Mais bon, cette histoire.
On peut construire un scénario autour de ça, ouais, absolument. Mais en même temps, je me dis que, enfin, il y a quelque chose de très louche dans ce personnage, mais ça explique pas pourquoi ils sont tous morts de froid non plus. Hein. Et j'arrive pas à construire un scénario qui permettrait, même si à supposer qu'il y a eu des espions ou des histoires d'espionnage dans le groupe, qui permettent d'expliquer réellement ce qui s'est passé. Et alors, il y a des théories du coup plus paranormales ou exogènes? Ouais, alors on va parler de la théorie paranormale après, il y en a une, mais autour des ovnis, mais il y en a une dernière que je voudrais mentionner, c'est l'hypothèse des infrasons. Alors celle-ci, elle est très très récente puisqu'elle a été sortie en 2013. Et c'est un documentariste américain qui s'appelle Donny Eichar qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Dead Mountain, The Untold True Story of the Dyatlov Pass Incident. Bref, dans lequel il dit que lui, c'est la vérité sur ce qui s'est passé. Et en gros, ses conclusions, c'est que il y a eu un son, il y a eu de forts vents qui ont déclenché des infrasons. Et ces infrasons ont engendré un sentiment de panique générale dans le campement, dans la tente. Oui, donc là, des vibrations sonores de faible fréquence. Non. On est dans le phénomène naturel, mais extrêmement rare. Alors, moi, je me suis un peu renseigné. C'est quand même, il y a très peu d'études et de documents sur ce genre de choses. On sait qu'il y a des sons, des vibrations qui peuvent te faire très très mal aux oreilles, ça on le sait. Est-ce que c'est ça qui s'est déclenché de manière naturelle? Est-ce qu'il y a eu un phénomène météo ou peut-être une avalanche, mais plus loin, déclenché ce son insupportable et ça les a poussés à fuir? C'est possible. C'est possible. Oui, parce qu'un son peut mener à la folie. Ça, par contre, c'est cohérent. Tout à fait. Oui, alors, ouais, exactement. S'il se prolonge longtemps, on peut imaginer que ça devient totalement insupportable et qu'ils s'enfuient. Après, le problème, c'est que... Moi, tu me mets un mauvais rap, je deviens fou en 5 minutes. Hein. Et alors, on te le laisse en boucle toute la nuit. C'est une cata. Moi aussi. Même à mon rap. Après, le problème, c'est qu'il ne s'est jamais reproduit un phénomène pareil dans cette région et qu'on n'en a jamais entendu parler dans aucune autre région du monde. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu une autre histoire où quelqu'un dit voilà, on a entendu un son, on est tous partis en courant parce qu'on a eu peur. Effectivement, il y a eu quelques expériences en laboratoire, mais ça reste très lacunaire et on ne peut pas en conclure quelque chose. Quoi. Voilà. Après, c'est des endroits qui sont très peu fréquentés aussi, donc... C'est vrai. Pascal a une excellente citation là-dessus, parce que si un arbre tombe dans une forêt où il n'y a personne, est-ce qu'il fait du bruit? C'est ça, personne en gros. ne l'entend. Enfin, est-ce qu'il fait du bruit? Non, ça c'est vrai. Non, c'est pour ça que je dis non. C'est pour ça que je dis non seulement on l'a jamais, ça s'est jamais reproduit au col Dyatlov pour les gens qui ont été sur place, mais ça s'est jamais reproduit ailleurs. Voilà, exactement. Alors maintenant, on peut en venir effectivement, si vous voulez, aux hypothèses paranormales. Les hypothèses paranormales, alors elles tournent essentiellement en fait autour d'une photo. Alors on va revenir sur la photo d'avant. On va revenir un peu en arrière. Voilà, c'est cette photo. Cette photo, c'est la toute dernière qui a été trouvée dans la pellicule, dans l'appareil photo retrouvé dans la tente. Sincèrement, elle ouvre à toutes les hypothèses et toutes les spéculations parce qu'on ne sait absolument pas ce qu'elle représente. Et donc, beaucoup de gens ont dit... Oui, pardon, vas-y. Non, je dis là, tu y vois ce que tu veux y voir, quoi. Ah ben, carrément. Exactement. On peut y voir un visage déformé, on peut y voir une sorte de boule lumineuse. Et c'est cette image-là qui a conduit certains à penser qu'il y avait peut-être une histoire d'ovni. Et que dans la précipitation, la jeune femme a pris son appareil photo, a voulu prendre une photo, et après ils sont partis en courant. Enfin, les mecs, pas en courant, en quittant la tente. Ils sont paniqués jusqu'à déchirer leur tente, qui est leur seul moyen d'habitation pour encore les 15 jours à venir. Mais par contre, elle prend le temps de prendre son appareil photo et de faire une photo. La photo était peut-être prise avant. Ils sont réveillés par quelque chose, ou alors ils étaient déjà réveillés, enfin ça on peut pas le savoir. Il y a quelque chose qui se passe, d'inconnu. Ils observent un phénomène inconnu, elles tentent de prendre une photo, et après ils se disent « Oula, on aurait intérêt à fuir ». Voilà. Moi je le vois comme ça, comme scénario possible. Mais bon.
Moi, je me dis surtout, l'appareil photo, qui n'est pas un appareil photo sophistiqué comme aujourd'hui, Non. a dû rester à l'air frais pendant une bonne période. Donc, est-ce que ça a un impact aussi sur la pellicule ou quoi que ce soit? Disons que c'est... Oui, mais les autres photos sont en assez bon état. Voilà. Oui, et d'ailleurs, je t'ai fait le photos sont en commentaire assez bon état. avant de commencer, c'est que les photos sont jolies. On voit Ouais, que c'est ouais. pas abîmé, etc. Non, c'est des photos qui sont d'assez bonne qualité. Là, on a l'impression que c'est une photo prise à la va-vite, floue, de quelque chose qu'on ne parvient pas à discerner. Voilà. Alors, il faut savoir qu'en 1990, Lev Ivanov, donc le fameux enquêteur qu'on a vu tout à l'heure en photo, il a pris sa retraite, bien sûr, et il a parlé à un petit journal kazakh. Il est revenu sur cette affaire et il a dit que pour lui, la mystérieuse force dont il a parlé en 1959 dans son rapport était associée à un événement inhabituel de nature paranormale. Ça, il l'a déclaré dans une interview. Voilà. Et il a même raconté que lui et un autre spécialiste qui avait été envoyé par Moscou, quand ils étaient sur place, ils ont été intrigués par les pins de la forêt, là où on a retrouvé les corps. La partie supérieure des arbres était comme si elle avait été brûlée. Donc ça rappelle des choses qu'on connaît dans l'ufologie. Ouais, c'est un peu... Ouais, effectivement, et, ça fait... Ouais. Et Ivanov précise une chose, il dit que son rapport, il l'a rendu à Andrei Kirilenko, qui était le chef du parti communiste de l'Oural à cette époque. Et ce Kirilenko était membre aussi du Congrès des Soviets. Et il a rendu compte de l'enquête directement à Nikita Khrouchtchev, en personne. Et à la suite de quoi Nikita Khrouchtchev et son conseiller ont donné l'ordre à Ivanov de clore le dossier complètement. D'accord. Et on lui a demandé de retirer du rapport toutes les références à des objets volants non identifiés ou à des phénomènes étranges. Parce qu'il faut savoir, parce que si on parle d'OVNI, c'est pas seulement à cause de cette photo, c'est qu'il y a eu d'autres témoignages. Il y a eu des témoignages il y avait un autre groupe d'étudiants qui étaient des étudiants géographes qui se trouvaient à 50 km au sud et qui, dans la même nuit, la nuit du drame, du 1er au 2 février 59, disent avoir aperçu au-dessus du mont, là où s'est passée la tragédie, de grosses sphères oranges. Ils ont décrit, je vous cite, un corps circulaire brillant flottant dans le ciel de la taille d'une pleine lune, émettant une sorte de lumière blanche et bleue, avec un halo bleuâtre et autour et avec des sphères oranges. Enfin voilà, il y avait des flashs de lumière orange, bleu, blanc, et ils se demandaient ce que c'était. Et parmi, toujours au mois de février-mars 59, il y a eu d'autres témoignages de météorologistes et de militaires qui disent que dans cette région, ils ont aperçu des lumières de nature inconnue. Donc il y a eu quand même des observations assez étonnantes. J'ai envie de te dire tout ça pour ça, on est en 2020 et on nous dit des décennies plus tard, non mais c'était une avalanche quoi, cherchez pas plus loin, hein. L'affaire close quoi. Ça semble un petit peu, j'ai l'impression que l'année dernière ils savaient déjà ce qu'ils allaient dire en gros quoi. Parce que comment tu veux... je pense aussi. Moi, non mais ça c'est mon avis. Je l'avais dit, mais comment 60 ans plus tard, pourquoi retourner sur place? C'est complètement inutile. Qu'est-ce que tu vas retrouver des éléments ou autres. Donc bon, on va dire, on sent que... Moi je pense que je pense que la vérité, si elle existe, elle est soit dans une archive de l'ex-KGB, il y a eu des documents secrets, confidentiels qui n'ont pas été révélés. Soit quelqu'un sait au niveau militaire. Voilà, il y a des gens qui savent et qui veulent pas le dire. Mais c'est pas en allant sur place, je pense qu'il n'y a rien à trouver. Il n'y a pas d'indice où il n'y a rien du tout à trouver. C'est trop vieux. C'est comme d'aller à Corona aujourd'hui. Enfin voilà. Enfin bon, c'est pas pour moi, c'est pas la solution. Mais un cas quand même. Enfin voilà. J'ai presque envie de dire que c'est contre-productif leur conclusion parce que ça remet quelque part un petit peu de lumière sur ce cas. Ça réveille. Ouais, exactement. Ça réveille les gens parce que il y a eu, on a eu tous les gens qui ont suivi le dossier ont eu la même réaction, c'est de dire mais non, ça marche pas, ça colle pas, ça contredit ce qui a été dit en 59 et c'est pas cohérent parce qu'au vu de tous les éléments dont on dispose, on peut pas imaginer le scénario. Voilà. En tout cas, s'il y a eu un scénario, c'est pas celui d'une avalanche.
toujours le même problème, ces autorités qui veulent absolument répondre à tout plutôt que de dire bah écoutez, on n'en sait rien, voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé, on est désolé, mais il faut quelque chose, il faut une conclusion définitive, dogmatique, et basta, on n'en parle plus. Voilà. Bon, le fait est qu'on va en parler encore longtemps, enfin, j'espère, parce que ça reste un cas qui pour moi est rentré dans le mythe. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Jocelyn. Ah oui, moi ça rentre dans les très grands mystères. De toute façon, pour moi, c'est le plus grand mystère côté russe, ça c'est sûr, la plus grande affaire qui soit jamais passée. Enfin, sauf s'il y en a qu'on ne connaît pas, mais voilà, en tout cas, celle qu'on connaît. Et non, ça fait partie des grands mystères. En plus, comme je l'ai dit, il y a tous les ingrédients. Voilà, il y a tous les ingrédients, il y a énormément d'hypothèses. Moi, j'ai lu quelque part qu'il y avait 75 hypothèses qui avaient été soulevées. Ouais, j'avoue que je pense qu'il y en a moins que ça, mais rien que dans mon livre, j'en avais soulevé une quinzaine. Bah oui, parce qu'après, en sous-arborescence, effectivement, tu peux en trouver énormément, quoi. Bon, alors, mais justement, toi qui travaille sur ce cas depuis plusieurs années, quelle est l'hypothèse que tu trouves la plus cohérente ou qui te parle le plus? Alors, moi je pense qu'il y a quelque chose qui leur a fait peur. Les seuls trucs qui sont à peu près certains, c'est qu'il y a quelque chose qui leur a fait peur et qui les a obligés à fuir dans la nuit par -20 en étant très mal habillés. C'est-à-dire en risquant leur vie. Après te dire qu'est-ce qui leur a fait peur, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Et c'est pour ça que les hypothèses étranges et paranormales, elles ont presque autant de valeur que les autres. Moi j'en parle à la fin, mais une fois que tu as écarté tout ce qui est hyper rationnel, bah, il reste des trucs un peu moins rationnels et tu peux pas les écarter complètement, quoi. Bon, alors moi j'ai une question, Jocelyn. Est-ce que tu... Alors il y a des... Pardon. Oui, est-ce que tu es fan de la série Stranger Things? Écoute, j'ai la première saison, mais j'ai pas commencé à la regarder, donc alors attention, il paraît que c'est très très bien. Mais... Alors attention, spoil, je serais pas étonné que le col Dyatlov, d'une façon ou d'une autre, apparaisse dans la saison 4. On verra bien si j'ai raison ou pas. Camille, qu'est-ce que tu en penses? Bah, écoute, moi, j'ai vu que la saison 1. Ah bah d'accord. Bon, alors je ferme ma bouche. Je vais pas vous spoiler. Mais il n'est pas impossible qu'on voie Hooper et qu'il y ait un petit peu de col Dyatlov. Parce que, pour la petite histoire, je regarde Umbrella Academy, la saison 2 actuellement, et c'est vrai que j'ai l'impression que les séries aiment de plus en plus mêler ces éléments, parce que dans Umbrella, on parle du MJ12 par exemple. Donc voilà, on sent qu'on aime bien ressortir ces histoires-là. Oui, mais ça commence par MK Ultra, donc... MK Ultra, ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mais c'est tu sais, c'est la mythologie de l'étrange. Hein. C'est voilà, mythologie de l'étrange. On parsème maintenant toutes les séries de petits trucs comme ça fait des clins d'œil, ça plaît beaucoup à ceux qui s'intéressent à ça. Et après, le problème, c'est que... Non, je disais juste, on rappelle le livre de Christian, le dernier livre de Christian qui s'appelle Mythes et symboles dans vos séries préférées, je crois, qui justement reprend ces cas-là. J'ai pas encore eu le plaisir de le lire, il faut vraiment que je le trouve et que je le lise, parce que voilà, il faut que je trouve le temps de le faire. Alors, Jocelyn, est-ce qu'on a fait le tour sur Dyatlov? On peut peut-être regarder la toute dernière photo. Ouais. La toute dernière photo. Bah oui, la plus connue peut-être. Voilà, c'est la plus connue peut-être. Voilà. Effectivement. C'est le mémorial qui a été fait pour les 9 randonneurs. Voilà. Ouais, effectivement. Bah voilà, la photo implacable. Et dans la force de l'âge. Voilà, et Yuri Yudin. Exactement. Et Yuri Yudin, qui est donc le 10e, celui qui a survécu, est mort le 27 avril 2013 et il n'a jamais su ce qui était arrivé à ses compagnons. Ouais. Ça, tout ce qu'il a su, c'est qu'il a échappé belle, ça c'est clair, mais échappé à quoi? On ne saura peut-être jamais. On saura peut-être jamais. Il y a une fondation Dyatlov qui existe à Yekaterinbourg actuellement et qui essaie de perpétuer la mémoire des randonneurs et d'essayer d'avancer, d'essayer de trouver des indices, des choses nouvelles, mais ça, voilà, très compliqué. Oui, il y a toujours des gens qui cherchent une réponse aujourd'hui, en fait. Ouais. Oui. Alors, régulièrement, il se passe des trucs. Régulièrement, il y a un randonneur dans le coin qui meurt. Il y a des choses comme ça. J'ai trouvé là ces dernières années, il y a eu pas mal de petites histoires, mais bon, ça. Moi, ça fait partie des cas qui, à mon avis, seront jamais résolus parce que c'est trop loin, parce que, enfin, voilà. À part effectivement qu'une archive officielle sorte, mais bon. Une archive officielle, un vrai document qui dise, oui, c'est quelqu'un qui les a tués, ou on les a tués comme ça. Pourquoi pas. Effectivement. Mais à part ça, non, je vois. Ouais. On rappelle, Jocelyn, que le col Dyatlov fait partie des cas que tu as traités dans ton premier dossier inexpliqué.
Hein, il est dans le premier, on va peut-être montrer. On rappelle bien sûr qu'il y a eu Dossier inexpliqué, il y a eu Dossier inexpliqué 2, et il y a eu Affaires étranges, qui est sorti il y a quoi, 2 ans déjà 2 ans. Donc bien sûr, ces livres sont toujours disponibles. Plus de 2 ans. Ces livres sont toujours disponibles, et ce que j'aime dans ces livres, c'est qu'ils sont intemporels, c'est-à-dire qu'on peut les lire à tout moment, on peut les lire dans n'importe quel sens, puisque ce sont vraiment des cas, donc on peut lire un cas, en prendre un autre. Enfin voilà, c'est ça qui est chouette dans ces livres, c'est que au final, on peut les lire à tout moment, quoi. Et je prépare une mise à jour, une nouvelle version des Affaires étranges. Alors c'est pas un nouveau livre, hein, c'est vraiment une version augmentée et actualisée, parce que pas mal de dossiers que j'ai traités dans Affaires étranges ont bien évolué. Je pense à Ravilliers, je pense à la disparition du sous-marin La Minerve qui a été retrouvé. Il a été retrouvé 1 an après mon livre, donc voilà, je n'explique pas ce qui s'est passé. Bon, et j'ai eu pas d'éléments aussi sur. Non, je disais dans Affaires étranges, moi l'histoire qui m'a la plus. Alors, Affaires étranges est dans Valençol est dans Affaires étranges, je crois d'ailleurs. Hein. Oui. Mais c'est le premier cas d'ailleurs, je crois, du livre. C'est le cas des masques de plomb, affaire brésilienne, qu'on a eu le plaisir de traiter ensemble sur une capsule d'enquête paranormale, et on fait un coucou à toutes les équipes qu'on va retrouver avec plaisir dans pas très longtemps d'ailleurs. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc voilà, ce qui est bien avec les livres de Josselin, c'est qu'il y a des histoires que vous croyez connaître, mais de les lire avec la vision et la rigueur du travail journalistique et d'investigation de Josselin, en fait, vous vous rendez compte que vous les connaissiez pas si bien que ça. Et c'est ça qui est vraiment chouette dans le travail de Josselin. Il n'y a pas de dogmatisme, il y a vraiment du pragmatisme, de l'enquête, et bon, ça donne d'excellentes histoires qui en plus sont vraies, donc ça ne gâche rien, comme quoi il n'y a pas besoin d'inventer des choses pour raconter des choses extraordinaires quand même. Non, moi, c'est vrai que j'aime bien ce côté où tout est très factuel. On apprend des choses, par exemple, rien que sur le cas de Valençol, que je maîtrise plutôt bien. Il y a des petites choses que j'ai apprises. En fait, c'est des petits détails qui peuvent paraître sans importance, mais qui, au final, ont du poids dans l'avancement de l'histoire, et de procéder par plusieurs petites hypothèses. Je trouve ça intéressant parce que on a toujours, comme là, on discute depuis tout à l'heure sur plein d'hypothèses par rapport à cette affaire-là, et à l'instant T, on a une idée qui passe dans la tête en se disant « Ah tiens, ça peut être ça », et puis en fait, non, on a petit à petit l'explication que c'est pas logique, ou enfin voilà, ça prend pas tout en compte, quoi. Donc c'est intéressant. Alors, Josselin aussi, alors ton actualité qui est arrivée. Pardon, Josselin, je t'ai coupé. Alors, mon actualité, donc il y aura cette mise à jour là qui aura lieu cet automne. J'ai aussi mis à jour le dossier Carl Ligdon, parce que j'ai quelques informations supplémentaires. Donc ça, c'est la pure ufologie. Voilà. Et sinon, mon actualité, c'est la sortie d'un roman cet automne. Voilà, un roman de science-fiction. Alors voilà, là, tu t'es remis cette fois un roman. Voilà, on va en reparler. C'est de la pure fiction. Voilà. Dans le cadre d'un ufostrophe cette fois-ci, puisque c'est un roman. Je me suis fait plaisir, voilà. Exact. Parce qu'on rappelle bien sûr que les dossiers inexpliqués ne sont pas les seuls livres que tu as écrits, parce que tu as écrit déjà beaucoup d'ouvrages, beaucoup de romans, Via Temporis, si je ne dis pas d'ânerie, c'est bien ça, c'est Via Temporis. Voilà, donc tu n'as pas commencé l'écriture avec les dossiers inexpliqués. Exactement. Bon, donc sorti octobre à peu près, c'est ça? Là, c'est mon retournement, et d'ailleurs j'ai l'intention d'en écrire d'autres, parce que c'est tout autre chose. En fait, écrire des dossiers inexpliqués, c'est bien, mais c'est un travail de documentariste, et après de mise en forme de tout ce que tu as trouvé comme éléments et de synthèse, alors qu'un roman, c'est de la pure fiction, tu te fais plaisir. Donc, il y a la liberté, il y a la liberté d'inventer ce que tu n'as pas, que je n'ai pas dans les dossiers inexpliqués. Exactement. Ça contrebalance effectivement cette rigueur nécessaire pour faire un dossier inexpliqué, effectivement. Et comme je suis un fan de science-fiction, parfois j'ai très envie d'écrire des choses. Mais c'est pas exclu que j'écrive un jour un roman qui se passe dans le monde de l'ufologie, parce que c'est un monde quand même qui est très, je trouve qu'il est très, enfin comment dirais-je, tu peux imaginer des scénarios assez marrants, quoi. Effectivement, c'est un monde très riche, et justement. Il y a des personnages assez étonnants aussi. Oh oui. Mais des vrais, là, pas des personnages de romans. On en découvre parfois des étonnants, effectivement. Personne ne va le croire si tu les mets tel quel. On n'y croira pas. Ah non, l'ufologie telle que moi je le connais,
personne ne me croit, c'est sûr. Oui, je te confirme. Bien, écoutez les amis, on a très largement explosé l'heure qu'on s'était fixée, mais en même temps, c'est pas grave. Hein, encore une fois, on va essayer de chapitrer aussi cette émission comme on le fait maintenant, pour que vous puissiez la picorer, l'écouter en un bloc, revenir sur des détails, des choses comme ça, l'arrêter, la reprendre. Voilà. Je crois que ce chapitrage est quelque chose d'intéressant, surtout sur des émissions qui sont assez longues comme ça. Il me reste Joslan. Alors, Joslan, on va te laisser le mot de la fin sur Dyatlov. Encore qu'on a un petit peu clôturé, mais... Dyatlov, c'est une fabuleuse histoire. Alors, de ne pas tomber dans l'oubli. C'est pas parce que les Russes ont refermé le dossier qu'il faut tout refermer. Et j'espère bien que des enquêteurs, notamment en Russie, parce que c'est eux qui peuvent avoir accès le plus facilement possible aux informations, vont se bouger un petit peu et vont nous sortir quelques infos inédites. Voilà. Je suis pas sûr qu'en Russie, ils ont la FOIA qu'ont les Américains. Hein, donc, je suis pas sûr que ça marche de la même façon. Non, ça doit être assez compliqué. Voilà. Et puis, si tu veux, si un prochain été, tu es dispo, on peut aller au Col Dyatlov, si tu veux. Mais écoute, ce serait un bon voyage. Du moment où vous n'êtes pas neuf, c'est bon. Oui, voilà. Hein, on évitera d'être neuf. Ouais. Faut pas y aller à neuf. C'est quoi, on va demander à ces 8 s'ils veulent pas nous payer des voyages autour du monde pour aller sur les lieux emblématiques des cas les plus mythiques. Moi, je pense que ce serait une bonne émission. Je sais pas ce que t'en penses, Joslan. Moi, je signe. On est convaincu d'avoir un budget. Les convaincre d'avoir un budget. Ouais. Bon, on va en discuter avec Matt Prod. Bon, écoutez, merci beaucoup pour cette émission. Encore une fois, c'était très agréable à faire, à écouter, à partager. Merci beaucoup, Camille. Camille, ton actualité cet été, alors qu'est-ce que tu vas faire cet été, toi ? Je crois qu'on a un projet en cours de construction, un truc qui s'appelle Maybe Planet. Ça a l'air vachement sympa. Ouais, franchement, allez voir le site www.maybeplanet.com, je crois, un truc du style. Voilà, donc ça occupe pas mal. Hein. On peut les aider financièrement, je crois aussi. Si oui, on a un Tipeee. Le mauvais racolage qu'on est en train de faire. J'ai honte, je suis désolé. Écoute, excuse-moi, mais moi, c'est la seule actualité du moment. Donc... Pas du tout téléphoner, le truc. C'est de bonne guerre, Bon, alors on ne sait pas exactement quand on va passer l'émission, donc ça on va en discuter avec Camille, mais bien sûr ce sera cet été. Écoutez, il me reste à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, de journée, en fonction du moment où vous regardez. Vous deux aussi, ouais. Hein, n'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus aussi, encore une fois, hein, ça nous permet de voir un petit peu les émissions qui vous plaisent ou qui vous plaisent moins. Camille Joslan, à très bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Salut. Et bonne soirée à tous. Salut.